La prochaine présentation est vraiment super cool, je pense, et j'ai vraiment hâte de la regarder et d'avoir des détails sur ce que c'est. La présentation, c'est sur un projet de recherche qui laisse les utilisateurs voir et contrôler ce qui est fait avec leurs données personnelles. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris dans la description de la présentation. Et donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce projet. Pas Morte, qui va nous parler de comment la plateforme a été conçue et l'état actuel du projet. Donc, je veux que tout le monde applaudisse pour Morte. Merci à tous, merci. Alors, avant de commencer, je voudrais déjà m'excuser parce que j'ai un rhume, donc je vais peut-être tousser un petit peu. Désolé. Alors, ce que je veux faire déjà, c'est parler du projet Databox, qui a été fondé par un labo de recherche à l'université de Cambridge, et avec d'autres partenaires comme l'université de Nottingham, et je vais en parler un peu plus tard. Alors, pour parler un petit peu de ce que c'est le projet, je pense que je n'ai pas tant besoin de détails ici, mais on va quand même faire une présentation. Donc, on vit dans le monde du Big Data. C'est tout autour de nous, dans l'environnement, sur ce qu'on fait, nos petites habitudes. Ça envahit nos maisons et toutes les données sont collectées en permanence. Il y a beaucoup d'opportunités et de challenges grâce à ça. Il y a beaucoup de personnalisation, d'optimisation de la vie, plein de choses qu'on peut faire pour aider à ce que notre maison soit meilleure pour l'environnement. Et il y a plein de choses qui nous apportent des bénéfices. Mais il y a aussi des petits problèmes, par exemple avec la vie privée. Et on n'est pas toujours sûr de ce qui se passe avec nos données. Je vous ai prévenu que j'allais tousser. Alors, la nature de ces collections, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de très très grosses collections de données, souvent très intimes, sont gardées silencieusement. Ce qu'on peut voir ici sur la gauche, c'est les objets qu'on peut voir, les réseaux sociaux, les objets. Nest, par exemple, qui va garder des données. Mais c'est de plus en plus personnel, par exemple, des appareils médicaux qui vont récupérer des informations beaucoup plus personnelles. Et c'est des données qui sont très très intimes qui vont être collectées. Donc les challenges qu'on s'est posés quand on a commencé ce projet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les personnes concernées puissent contrôler les données, et les données qui sont les leurs ou les données qui sont à propos d'eux. Et on n'a pas forcément de contrôle sur ces données. Donc, comment on fait pour donner le contrôle à ces personnes concernées? Ça se passe dans un écosystème existant qui dit qu'on va déplacer les données, même si on commence les données, on sait qu'elles vont déjà être dans le cloud. Donc par exemple, on les poste sur Facebook, ça c'est pas surprenant, mais il y a aussi des données dont on ne s'attend pas forcément qu'elles ont. Par exemple, l'Internet des objets. Donc on s'imagine que les Internet des objets, il y a certaines données qui vont rester dans nos mains, qui vont rester sur l'objet, mais en fait pas forcément. En fait, des fois, elles sont uploadées sur le cloud et ça se retrouve sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre et plus uniquement sur nous. Donc c'est un problème structurel en fait, de la façon dont on construit nos produits. Internet, c'est très fragmenté, c'est difficile de faire des systèmes distribués qui sont efficaces sur Internet. Et en fait, avec le cloud, ça nous permet de centraliser toutes ces choses-là. Donc ça permet de mettre nos données sur l'ordinateur de quelqu'un. Donc en fait, par défaut, on s'est mis à mettre nos données sur le cloud parce que c'est beaucoup plus facile, parce que les données sont centralisées. Donc le point de départ pour commencer à penser à ça, et c'est pour ça que j'ai commencé à rejoindre cette équipe de recherche à Nottingham, l'idée c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec cette empreinte digitale qu'on a par personne. Et c'était un centre de gens qui étaient très disciplinés, c'était beaucoup de gens qui faisaient des maths, plein de bagages différents. Beaucoup de mes collègues disaient, si on peut faire
un programme magique qui pouvait récupérer le contexte des utilisateurs et qui pouvait faire plein d'interactions très intéressantes. Donc on a beaucoup discuté sur le sujet et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vraiment c'est le contexte d'un utilisateur? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par connaître le contexte d'un utilisateur? Et c'est devenu clair que c'était pas très défini ce que c'était. Mais c'était toujours le cas qu'il y avait des données personnelles qui étaient utilisées, que ce soit pour les interactions, que ce soit pour tout ce qui concerne l'utilisateur. Donc la conclusion, ce que je me suis dit, c'est que comme je suis un peu paresseux en tant que data scientist, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, si tu me donnes du code qui va me dire quel est le contexte, du coup, je me suis dit, je vais essayer de créer une plateforme qui va définir ce contexte-là. Et en fait, pour ceux qui sont paresseux, ça va le faire pour eux. Et c'est grâce à ça qu'on a créé DataAware. Et donc, l'idée, c'était que c'était un programme qui va faire du traitement de données, qui va prendre les données d'un sujet et qui va les donner sur une plateforme et il va faire du traitement de ces données et les rendre à cet utilisateur, mais traitées. Donc plutôt que de mettre les données dans le cloud, c'était plutôt mettre les données et le code ensemble. Donc ça, c'était des images qu'on avait quand on a commencé DataAware. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez compliqué. Il y a des requêtes, du traitement des données. Il y a tout un mécanisme qui permet de faire du traitement. Ensuite, ça envoie le code pour qu'il soit exécuté, pour qu'ensuite les données soient envoyées. Et ensuite, ça renvoie les résultats au système de traitement. Donc ça, c'était plus ou moins DataAware, notre projet. Mais quand on a commencé et qu'on a essayé de créer ce projet et comment on pouvait l'utiliser, c'est devenu très clair que ça allait être assez compliqué si on veut gérer plusieurs systèmes différents. Quelque chose d'évident, c'était que les gens vont peut-être se voir payer pour utiliser ce système. Il y a peut-être il y a des moments où ce serait logique, il y a des moments où ce ne serait pas forcément logique de faire payer les gens pour ça. Par exemple, si c'est une famille, on n'a pas forcément envie de les faire payer pour utiliser des données qui leur appartiennent. Donc on n'est pas sûr de comment est-ce qu'on allait faire. Par exemple, le paiement, on n'était pas vraiment sûr. Et aussi, comment on allait s'organiser et comment ça allait marcher. Donc, avec DataAware, on a décidé de juste donner quelques interactions et quelques transactions entre les différentes parties et réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait partager ces informations. Mais il y avait beaucoup d'idées qu'on avait. Donc on a essayé de faire un pas en arrière et de réfléchir un petit peu plus à ce qui se passe dans ce système. Et on a décidé que l'interaction entre humains et données devait être changée. Je ne suis pas forcément la personne qui connaît le mieux, mais ce que je comprends, c'est que on veut étudier le plus possible la connexion entre les humains et les données, et on essaie de bouger ça pour plutôt quelque chose plutôt que de soit centralisé, c'est plus de la collaboration entre des personnes. Et c'est pas forcément quel ordinateur c'est, mais plus quels humains l'utilisent. Donc essayer d'aller plus loin avec ça, c'est plus vraiment juste l'interaction avec la donnée et l'ordinateur, c'est plus qu'est-ce que c'est la donnée et pourquoi elle est là et pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Donc le modèle haut niveau, c'est qu'on collecte la donnée, bien sûr. Ensuite, on fait des analyses et on traite la donnée. Ensuite, on fait des conclusions sur ce traitement. Et ensuite, on fait des actions en fonction de ces résultats. Et ensuite, grâce à ça, on revient, on refait d'autres analyses. Ou alors, on prend des décisions et on change ce qu'on veut faire. Et on ne fait plus exactement la même chose. Et du coup, il y a un peu une espèce de boucle comme ça, de retour et de changement. Donc c'est comme ça Donc en fait, il y a toutes ces computations qui se passent entre les données et les humains dans notre programme. Il y a un petit problème par contre, c'est que ça manque quelque chose. Ça manque quelque chose sur notre programme. Donc on va les lister ici. Déjà, c'était pas très clair, c'était pas très lisible. Déjà, on n'était pas sûr, les gens n'étaient pas sûrs d'où venaient les données et pourquoi elles étaient collectées. Et ensuite, les analyses qui étaient faites,
sur ces données et qu'est-ce que c'était les implications de ces analyses. C'était pas forcément très clair. Les gens n'étaient pas forcément sûrs. Donc, les actions qu'on va faire dans le passé et le résultat en données, c'était pas forcément clair. C'était pas facile à voir, c'était pas facile à comprendre ce qui se passait. La deuxième chose qui manquait, c'était l'agencement. Donc l'agencement, c'était plus comment est-ce qu'on réagit. Je sais que beaucoup de gens, et en tout cas moi, je n'étais pas au courant que il y a des raisons pour lesquelles les données qu'on récupère et la façon dont ça qu'on les collectionnées, il y a des choses qu'on peut faire différemment. Mais ces données, du coup, ça peut avoir des impacts sur moi. C'est pas forcément clair comment ça m'affecte moi-même. Donc, par exemple, il y a les smart cities, par exemple, l'environnement. C'est pas forcément clair ce que je peux faire sur ces données qui ont été collectionnées sur moi. Et dans ces cas-là, même si je sais que ces choses existent, c'est difficile pour moi de les utiliser, c'est difficile pour moi d'en faire quelque chose avec ces données. Donc, en fait, on manque de choses qui nous permettent d'agir sur ces données. La troisième chose, c'est le manque de négociation. Donc, ça prend en compte la dynamique d'une interaction. Quand on prend une décision sur un système, c'est pas forcément notre décision pour toujours. Peut-être qu'on va changer d'avis. Peut-être qu'on va changer d'avis sur comment on réagit, interagit avec un programme. L'environnement peut changer, la vie peut changer. Donc ces systèmes marchent toujours en binaire, c'est-à-dire oui, je veux, non, je veux pas. Et très souvent, on ne peut pas vraiment revenir en arrière et dire non, je veux plus ça en fait. On voit de plus en plus des façons d'annuler des décisions qu'on a prises, mais c'est pas toujours très clair, c'est pas toujours très facile. En tout cas, surtout au moment où on s'inscrit et on donne ces données-là. Donc, ça nous donnait l'idée de cette DataBox, qui est une DataWare version 2. On peut toujours bouger le code vers les données pour avoir plus de contrôle sur les données, puisque ça est lancé sur du matériel que vous contrôlez. Voilà. Donc, on essaie de faire plus attention à comment l'accès aux données va être géré. On a essayé de voir comment contrôler la communication et contrôler aussi toutes les entrées et sorties qui arrivent. En fait, j'en ai un peu rien à faire j'en ai rien à faire de ce que tu calcules sur ma